Bonjour tout le monde, Azoul Fellaoum. J'espère que vous allez tous très très bien. En cette période un petit peu difficile, j'imagine que nous sommes tous un petit peu stressés et que dans notre vie, nous avons un petit peu eu notre lot de stress, qu'il soit périodique ou quotidien. Donc, on a tous envie d'apprendre en fait à gérer ce stress, à maîtriser ce stress, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir avec nous Imen Barouch, qui est coach et qui est formatrice et qui est actuellement CEO de Med Training. Marhaba bik عندنا Imen. Merci beaucoup d'avoir accordé de ton temps. Et en fait, je te laisse te présenter à nos participants. Bonjour, marhaba bik, comme tout le monde. Je suis très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui, euh, pendant le mois de Ramadan, pendant le mois saint, pour parler d'un sujet important dans pleine crise du coronavirus, d'un sujet important dans l'absolu, mais important pour nous en ce moment plus que d'habitude, qui est la maîtrise du stress ou la gestion du stress. Je m'appelle Imen Barouch, je suis consultante en développement du leadership et du management. Je travaille surtout avec des cadres pour améliorer leurs compétences managériales. Et puis, je renouvelle donc mon enthousiasme de partager avec vous quelques moments pour discuter autour de la gestion du stress. Alors, il y a 4 idées importantes que nous allons parcourir ensemble aujourd'hui pour parler de gestion de stress. D'abord, on ne peut pas parler de gestion de stress sans parler de gestion du temps. Généralement, c'est vraiment notre déficience en termes de gérer le temps qui fait que nous devenions des personnes stressées ou que nous nous mettions dans des états de stress élevé. Sachant qu'un stress à un niveau modéré est positif, puisque sans stress, personne ne sera jamais à l'heure, personne n'aura jamais un rendez-vous ou un délai. Et donc, le stress peut être positif jusqu'à une certaine limite. Les 4 notions importantes que nous allons aborder aujourd'hui sont d'abord ces notions de cercle d'influence et de cercle de soucis. Sur quoi j'ai la main, j'ai l'effet de levier, sur quoi je peux agir et qu'est-ce que je subis, entre guillemets, mais qui reste important pour moi. Une fine frontière existe et cette frontière est très importante pour appréhender le stress. Le deuxième élément important, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire être conscient de ses émotions, les maîtriser, le stress en est une, hein, être conscient des émotions des autres, les prendre en compte et donc vivre avec un niveau de stress acceptable. La troisième notion que nous allons aborder ensemble, c'est ce qu'on appelle le temps optimum ou le temps présent, le temps optimum. Et puis l'alignement personnel entre différents niveaux logiques, et on verra ça par la suite. Avant de démarrer, j'ai une question pour vous, et ma question est la suivante. Aujourd'hui, quels sont vos stresseurs? Qu'est-ce qui vous stresse le plus? D'accord. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Donc, Imen est vraiment là pour tout savoir de vous et pour bien vous orienter quant à la gestion du stress. Voilà. Aujourd'hui, que pourriez-vous qualifier de stresseur? Alors, les deadlines, les entretiens d'embauche. D'accord. L'incertitude. Très bien. Oui. Vous partagez ça avec une énorme tranche. Yasmina, bonjour. D'accord. La peur La de peur de l'échec. l'échec. Oui, oui. Ça trouve sa source dans notre, entre guillemets, style de personnalité, ou en tout cas dans un certain style de personnalité où la peur de l'échec est une source de stress importante. Les relations familiales, effectivement, les relations familiales sont tellement intimes et importantes pour nous qu'elles peuvent être source de stress important. Prise de décision. Alors, celui qui a dit prise de décision, est-ce que c'est la prise de décision en elle-même ou est-ce que c'est devoir choisir? Est-ce que vous avez du mal à choisir? C'est ça qui vous stresse ou est-ce que c'est
mal à trancher. Les méthodes de travail et le staff, donc les autres au travail, que ce soit votre employeur, la méthodologie qui existe ou vos collègues, c'est ça, la méthode de travail et le staff. D'accord. De ne pas continuer mon travail à temps. D'accord. De ne pas honorer peut-être les échéances, de ne pas faire le travail à temps. C'est bien ça? Oui, oui. On revient, je pense, au deadline. Oui, oui. Il y a le deadline, mais il y a aussi entre les lignes en filigrane, comme si j'ai peur de perdre un peu mon travail ou de ne pas être productif au travail. Ça aussi, c'est une source de stress. De stress qui est importante. La non-maîtrise de l'autre. Alors, il faudra vivre avec ça, ma chère. Nadia. Il faudra vivre avec la non-maîtrise de l'autre. Hein. Ça, par contre, la désorganisation, oui, lorsqu'on est soi-même bien organisé. Ah oui, effectivement. La routine vous stresse. D'accord, donc vous avez besoin de créativité, de possibilité d'entreprendre peut-être, et vous en êtes conscient, c'est déjà ça. OK. Le résultat de mes décisions et leur impact, vous dites. Hein? Et donc, vous êtes dans le futur, vous êtes dans la projection et c'est ça qui vous stresse. La peur de la réaction des autres. Oui. D'accord. Vous voyez que le mot peur revient quand même pas mal. Hein? Très bien. Je trouve qu'on a fait quand même le tour de stresseurs assez communs. Être minutieux dans son travail. Donc, il y en a qui sont perfectionnistes dans le groupe, je vois. C'est quand on est minutieux, effectivement, qu'on a besoin que tout soit parfait et que comme tout n'est pas parfait, ça peut nous stresser, effectivement. Alors, moi, je vous propose, parmi tout ce que vous avez dit, écrit, ou même pensé et pas écrit, de distinguer entre les paramètres qui sont de mon fait et les autres qui ne sont pas de mon fait. Ça veut dire sur lesquels je n'ai pas d'effet de levier. Par exemple, admettons, ce n'est pas vrai, mais admettons que la pluie me stresse. Admettons. Alors, je n'ai pas d'effet de levier sur la pluie, sur le temps qu'il fasse aujourd'hui ou demain. Ça, ce n'est pas de mon fait. Mais j'ai une influence sur sortir mon parapluie, sortir mon imperméable peut-être, ne pas aller chez le coiffeur la veille si jamais ma coiffure est très, très sensible à la pluie. Et donc, enfin, je ne dis pas la veille, mais je dis le jour même, ne pas laver ma voiture aujourd'hui puisque je sais qu'il pleut. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles j'ai un effet de levier. Et c'est ça le concept numéro 1 que je vous propose d'étudier ensemble ou d'appréhender, même mentalement. Alors, je reviens à mon slide. Dites-moi si vous voyez mon écran ou pas, ma présentation. C'est écrit le cercle d'influence. Moi, je ne vois pas ta présentation. Tu veux que je partage à ta place, Imen? Oui, je veux bien. Je veux bien. Et donc, ce sont deux cercles. L'un s'appelle, tu peux passer, voilà, c'est ça. Le cercle d'influence et l'autre s'appelle le cercle de souci. Alors, le cercle d'influence, c'est les choses que je maîtrise, sur lesquelles j'ai un effet de levier, justement. C'est quoi le cercle d'influence? J'ai décidé de cette chemise blanche que j'ai mise ce matin pour venir vous voir. J'aurais pu mettre une autre chemise, ou pas de chemise, autre chose. J'ai une influence peut-être sur la longueur de mon cheveu. Là, j'aurais pu les avoir plus courts ou couvrir ma tête. J'ai de l'influence sur ça. J'ai de l'influence sur les mots que je prononce là et peut-être l'ordre dans lequel je fais cette présentation. Mais je n'ai pas d'influence sur le nombre de personnes qui vont se connecter sur la plateforme, ni leur réaction, ni leur humeur, ni le temps qu'il fait dehors. Je n'ai pas tellement d'influence sur ce que vous allez faire de ce webinaire après le webinaire. Ceci dit, ça m'intéresse et c'est ce qu'on appelle cercle de soucis. Ça veut dire que c'est des choses dont je me soucie, qui m'intéressent, le temps qu'il fait dehors, ce que vous allez faire de ce webinaire, vos réactions, que vous répondiez à mes questions ou pas, tout ça m'intéresse. Mais je n'ai pas d'influence, je n'ai pas de télécommande pour vous obliger à danser. Allez, vas-y, Yasmina, tu vas danser maintenant. Je n'ai pas ce pouvoir-là.
Mais ça m'intéresse. Si jamais tu danses, envoie-moi une vidéo. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, ça fait partie de mon cercle de soucis sans faire partie de mon cercle d'influence. Quelle relation avec le stress maintenant? Lorsque je porte mon attention sur un de ces deux cercles, je suis stressée. C'est lequel? À votre avis? Lorsque je porte toute mon attention, toute ma charge mentale, toute mon attention, toute mon énergie sur un de ces deux cercles, je suis stressée automatiquement. C'est lequel? Exactement, bravo. C'est le cercle de soucis. Par contre, je suis en maîtrise lorsque je me focus, je me concentre sur le cercle d'influence. Pourquoi? Parce que c'est là où je peux agir. C'est là où je peux changer les choses. C'est là où je peux avancer. Et quand j'avance, automatiquement, le niveau de stress baisse. Par contre, si je reste là à être nerveuse, ah là là, il n'y a pas assez de gens qui se sont connectés à la présentation aujourd'hui, oh là 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 là, il n'y a personne qui a répondu, oh là là là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le taux de cortisol dans le sang monte, et c'est ça le stress finalement, c'est une réaction chimique, hormonale, et je vais perdre de mes moyens pour agir. Et du coup, je vais nourrir le cercle de soucis et appauvrir le cercle d'influence. On a tous vécu ça un jour. Oui. Oui. Moi, je confirme. Et je pense que nos participants sont tous en train de... Voilà. On a tous vécu ça. Et c'est une déformation mentale qui est tout à fait normale. On croit influencer les autres. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ce qui me stresse, c'est la non-maîtrise de l'autre. La non-maîtrise de l'autre fait partie de quel cercle? Cercle de soucis. On sait qu'on ne maîtrise pas les autres. Le seul effet de levier qu'on a, c'est sur notre comportement. Alors, je vais partager avec vous une anecdote personnelle comme ça qui me passe par l'esprit parce que quelqu'un a dit tout à l'heure relation familiale. Alors moi, j'ai la grande chance d'avoir un frère très taquin. Alors, il a beaucoup d'humour, c'est très bien, il nous fait rire et ça, c'est très, très bien. Alors, mon frère est à 1 an et quelques mois de différence avec moi et donc on est comme des jumeaux, on a grandi comme des jumeaux. Et donc, mon frère est très taquin et sa proie idéale pendant des années, c'était moi. Normal, son alter ego. Et pendant des années, je le prenais très mal. Alors, son côté taquin, il peut me dire, t'es bavarde, t'es philosophe, t'es n'importe quoi, arrête ton falsif, arrête. Bon. Et moi, je le prenais personnellement. Alors là, s'il le faisait en public, je le prenais très, très, très mal. Et depuis le jour où je me suis concentrée sur mon cercle d'influence, pas le cercle de soucis, ça veut dire pas qu'est-ce qu'il va me sortir encore comme blague humiliante devant sa femme, mais plutôt sur qu'est-ce que j'en fais, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'il ne me taquine plus, en tout cas plus du tout en public. Et qu'est-ce que j'ai fait? Cercle d'influence toujours, je me suis mise à lui dire c'est possible, oui peut-être. Alors, tu es folle de dire ça. Oui, peut-être que je suis folle. Je n'ai pas vu de psychiatre ce matin, mais peut-être, techniquement, c'est possible. Et il peut me dire, t'es bavarde. Je dis, ah tiens, je n'ai pas pensé à cette chose comme ça, mais c'est possible. Oui, c'est possible que je sois bavarde. Après tout, chacun a sa façon de voir la bavardise qui lui appartient, etc. Et donc, ça, c'est une anecdote qui n'est pas très, très, très pertinente, ni très influente dans ma vie, mais c'est juste pour vous dire que si quelqu'un a écrit, mais vous prenez sur vous, non, je ne prends pas sur moi. Je me concentre sur ce que je peux faire plutôt que de me concentrer sur les autres, ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont faire, s'il va faire chaud, si l'économie va baisser, si mon client va annuler la commande. Je vais me concentrer sur mon action. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je vais vous raconter maintenant une anecdote qui n'est pas la mienne, mais que j'ai lue dans un livre. Et donc, c'est un monsieur qui est devenu un grand dirigeant d'une grande entreprise, mais qui a commencé par être un contrôleur de gestion. Vous savez peut-être ce que c'est un contrôleur de gestion. C'est le monsieur qui fait les budgets et les prévisions.
Et alors, ce monsieur qui était un jeune contrôleur de gestion, jeune stagiaire, avait remarqué que dans cette entreprise, tout le monde se plaignait du boss. Alors, pourquoi le boss a un mauvais caractère? Pourquoi le premier patron a fait ci? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a invité tel à la réunion et pas moi? Pourquoi il? Il a dit, contrairement à tous mes collègues, je ne me concentrais pas sur les faits, les gestes et le mauvais caractère ou le caractère tout court de mon patron. Moi, je me concentrais sur qu'est-ce que je pouvais faire, comment je pouvais présenter mon budget de manière claire, concise, pour que ça puisse avancer. Comment je peux présenter mon budget par la bonne voie de communication pour que ce soit pris en compte. Comment je peux. Et les autres étaient pourquoi il est, et moi j'étais comment je peux. Et les autres, ils étaient pourquoi il est comme ça, et moi j'étais jamais dans pourquoi il est comme ça, mais dans qu'est-ce que moi je peux faire, étant donné ce patron que je ne contrôle pas, sur lequel je n'ai pas d'influence, pour avancer. Et c'est quand même ce monsieur qui, pourtant, était en bas de l'échelle à côté de tous ces gros cadres et tous ces gros directeurs qui étaient là depuis des décennies, qui a repris le flambeau et il a écrit dans un livre son histoire de réussite. Et donc, tout ça pour vous dire que un des stresseurs les plus importants et peut-être une des notions les plus importantes pour la gestion du stress, c'est cette notion de me concentrer sur ce que je peux changer et non pas me concentrer sur à quel point le monde est un endroit dangereux, à quel point ce n'est pas parfait ce travail qui est fait par l'autre, à quel point. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter d'entendre les autres ou de prendre ça en input, mais ce que vous ne pouvez pas changer est une information, point. Les paramètres sur lesquels vous n'avez pas d'effet de levier sont des points d'entrée, ce sont des données, data, c'est des données. Prenez-les comme telles. Votre maman vous en veut quand vous ne venez pas tous les jours, c'est une donnée. Vous n'allez pas changer votre maman à son âge. Là, bien sûr, si votre maman vous fait ça, bon. Mais, etc. Les exemples sont autant d'exemples que de vies, que de milliards de vies sur cette planète. Alors, à ce titre, s'il y avait une idée à retenir, une chose à retenir, ce serait le credo des alcooliques anonymes. Vous connaissez les alcooliques anonymes, peut-être, ils sont connus grâce à Hollywood, aux films hollywoodiens. Ce sont des groupes de thérapie. Alors, il y a Linda qui dit oui. Et alors, ils ont un credo sous forme d'une prière, dua, comme on dit. Et leur credo est le suivant. Ils disent Dieu, aide-moi à changer ce que je peux changer. Et si vous pouvez noter cette phrase, je vous prie de la noter. Alors, Dieu, aide-moi à changer ce que je peux changer. Donne-moi la force de changer ce que je peux changer. Le courage d'accepter ce que je ne peux pas changer et la bravoure de quitter ce que je ne peux pas accepter. Et si on fait ça, et si on quittait toutes les situations inacceptables, et si on acceptait tout ce qu'on ne pouvait pas changer, et si on se concentrait sur ce qu'on pouvait changer, ma promesse pour vous, c'est que le niveau de stress va baisser d'une manière à ce que toute cette énergie négative-là qui vous draine un peu à cause du stress va devenir une force vive qui vous pousse vers l'avant, quel que soit le domaine de vie. Je ne m'arrêterai pas à la vie professionnelle, quel que soit le domaine de vous. Donc, give it a thought, pour moi, c'est vraiment ça qu'il y a à retenir. Changer ce que je peux changer, accepter ce que je ne peux pas changer et quitter ce que je ne peux pas accepter. Ça nous va jusqu'à présent? Yasmine, je te demande de passer au slide d'après. OK. OK, alors, si je me concentre sur mon cercle d'influence, qu'est-ce qui se passe? Il va s'agrandir ou s'atrophier? Si je me concentre sur ce que je peux changer, sur mon attitude, sur mon travail, sur le fait de former les autres dans mon équipe qui ne travaillent pas aussi bien que je l'aurais souhaité, il grandit, voilà.
Merci, Khalil. Il grandit. Mais maintenant, si je me concentre sur le cercle de soucis, est-ce qu'il grandit aussi? Oui, il grandit aussi. Alors, ça me rappelle l'histoire des deux loups. Vous la connaissez, hein, sans doute, cette histoire des deux loups. Et alors, il y a un sage dont le fils vient, un fils vient voir son père qui est sage et lui dit mon père, je ne comprends pas. Quelquefois, je me vois comme une bonne personne et quelquefois, je me vois comme une mauvaise personne. C'est quoi cette histoire? Suis-je un bon citoyen ou un mauvais citoyen? Et il lui dit à l'intérieur de toi, mon fils, cohabitent deux loups. L'un est mauvais et l'autre est bon. Et il lui dit, oui, mais lequel prendra le dessus? Et il lui répond, si vous connaissez l'histoire, vous allez me répondre. Il lui dit, celui que tu nourris. Et c'est vraiment ça, cette histoire des deux cercles, ça veut dire celui que tu nourris. Si tu nourris le cercle d'influence, si tu te concentres sur ce que tu peux faire, comment arranger ton attitude en vue de la situation, comment avancer, comment répondre, à te préparer, à avoir des plans B, des plans C, à avoir à faire de la planification, à lire, à te ressourcer spirituellement, physiquement, amicalement. Tout ça, c'est cercle d'influence. Il va grandir et tu vas devenir une personne de plus en plus influente et ça n'a pas de limite. Et le contraire est vrai. Si tu te concentres sur le cercle de soucis, oh là là, le coronavirus tue plein de gens, oh là là, les gens qui s'entassent à faire le tarawih sur les toits, oh là là, les autres qui font ci, oh là là, le gouvernement qui fait ça, oh là là, Donald Trump qui dit des bêtises. Tout ça, c'est cercle de soucis. Et tu deviens une personne de plus en plus soucieuse et de plus en plus stressée. Et c'est grave pour notre santé. Ça, vous le savez. Hein. Je crois que vous n'avez pas besoin de venir ici pour le réaliser. Donc ça, c'était notre premier concept à partager ensemble. Cercle de soucis, cercle d'influence. Entre parenthèses, il y a des choses qui sont ni dans mon cercle d'influence, ni dans mon cercle de soucis. Ça veut dire, je sais pas moi, la championne d'Australie de kickboxing ne m'intéresse pas. Quoi. Elle est ni dans mon cercle d'influence, ni dans mon cercle de soucis. Et donc, je vais encore moins me soucier de qui peut être demain le champion de kickboxing d'Australie parce que j'ai besoin de centrer mon énergie, d'avoir une énergie comme du laser, centrée et plutôt canalisée que de l'énergie diffuse comme ça qui va dans tous les sens et qui n'a absolument aucun impact. Ça va cette idée? Mesdames, messieurs, je vois surtout des dames. Alors, en fait, ça marque que tu es en train d'écrire, donc oui, on reçoit des réponses au fur et à mesure. C'est absolument un travail sur soi et non des moindres. C'est un travail important sur soi, mais c'est un travail sur soi qu'il est très important de faire. Ce n'est pas option, tu cliques pas option, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour moi. Si tu veux avoir un niveau de stress acceptable dans ta vie, c'est vraiment une case incontournable, à mon avis. Hein. Donc, on va passer à la deuxième idée importante, c'est la gestion émotionnelle ou l'intelligence émotionnelle. Alors, bien sûr, l'intelligence émotionnelle, c'est un bien grand mot et l'intelligence émotionnelle peut nous prendre des journées et des journées de formation. On ne va pas contourner toute l'intelligence émotionnelle là pendant cette discussion, mais j'aimerais qu'on soit tous sensibilisés à ce que c'est que l'intelligence émotionnelle et qu'est-ce que je fais avec ça pour mieux gérer mon stress. Donc, deux choses. Nos objectifs, c'est ça. Deux choses uniquement. Qu'est-ce que c'est cette intelligence émotionnelle? Et puis, qu'est-ce que j'en fais pour avoir des niveaux de stress maîtrisables? Et donc, pour moi, le quotient intellectuel, le QI, c'est important parce qu'il vous a aidé à avoir votre bac si vous avez votre bac ou un diplôme si vous en avez un. Il vous a aidé à peut-être avoir le pied dans l'entreprise ou le pied dans votre quête là, de recherche si vous cherchez un emploi. Le quotient intellectuel est bien,
vous calculez des sinus et des cosinus, etc. Mais, Job, c'est ça, sinus. Mais ce n'est pas le quotient intellectuel qui va vous apporter le job de vos rêves. Ce n'est pas le quotient intellectuel qui va vous aider à grimper les échelons de l'entreprise, ni à avoir une vie familiale équilibrée et heureuse. C'est plus votre quotient émotionnel. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, ce n'est pas votre capacité à résoudre une équation mathématique qui va améliorer vos relations familiales ou qui va vous donner votre embauche idéale, mais c'est plus votre capacité à convaincre. Par exemple, votre capacité à gérer votre frustration, si on vous frustre. C'est votre capacité à négocier. C'est votre capacité à avoir des relations positives, constructives, que vous entretenez sur le moyen long terme. Tout ça, ce n'est pas du QI, quotient intellectuel, c'est du QE, quotient émotionnel. OK. Maintenant, il y a des milliers de, enfin, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il y a des dizaines de définitions différentes de l'intelligence émotionnelle. Je partage avec vous la mienne. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est d'être conscient de ses émotions, et de les maîtriser. D'être conscient des émotions des autres, et de les prendre en compte. Ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Il y a 4 éléments principaux, 4 briques que vous avez sur votre écran là, qui font que quelqu'un améliore son QE. Il n'y a pas de quotient émotionnel parfait, ça n'existe pas, c'est une quête. Alors, sauf les grands maîtres spirituels qui peuvent avoir un quotient émotionnel parfait, éventuellement. Mais pour nous autres, le quotient émotionnel est une quête. Il n'y a pas de quotient émotionnel parfait. On a des points forts, des points faibles. Alors, quelles sont ces 4 briques? La conscience de soi. Suis-je consciente de mes points forts et de mes points faibles? La connaissance des autres. Si vous avez la possibilité, par exemple, d'étudier ou de lire sur les styles de personnalité, ça peut être intéressant. La maîtrise de soi, et on y vient, et puis les aptitudes sociales et managériales, ça veut dire les aptitudes de groupe. Donc ça, ce sont les 4 briques, mais c'est de la littérature. Pour l'instant, ce n'est pas tellement pertinent pour nous. On va passer maintenant à comment utiliser l'intelligence émotionnelle pour, c'est le slide d'après, pour gérer le stress. Alors, l'intelligence émotionnelle nous donne une méthode. Et le prérequis de cette méthode, c'est que nous avons 2 types de cerveau, ou que notre cerveau a 2 parties importantes. Alors, il y en a 3, mais on va parler de 2 parties importantes. Il y a le cortex cérébral, an-nasiya, si je veux utiliser un langage coranique. C'est une fine couche qui se trouve là sur mon front, cortex. Et le cortex, c'est le foyer de la logique, du raisonnement, mais ce n'est pas le foyer de mes réflexes. L'autre cerveau, qui est un cerveau reptilien que je partage avec le serpent, avec les dinosaures, etc., qui a des milliards d'années d'existence, est responsable de mes réflexes. Alors, quand on est stressé, est-ce qu'on raisonne ou est-ce qu'on on est à fleur de peau? On est à fleur de peau. L'idée, c'est de changer mes réactions. Alors, la gestion du stress, c'est de changer mes réactions d'une réaction qui vient du cerveau reptilien, qui est primitif, qui fonctionne à 2 modes, si vous voulez, c'est se battre ou fuir, donc fuir ou se battre. Donc, comme je n'ai pas envie de me battre avec mon patron ou celui qui me fait l'entretien d'embauche, et je n'ai pas envie non plus de fuir l'entretien d'embauche, alors je vais peut-être activer le cortex cérébral. Et pour activer le cortex cérébral, je vous propose cette méthode à 5 étapes. La première étape, c'est de respirer. Alors, je suis stressée, on me pose des questions gênantes et embarrassantes, pour moi, en tout cas de mon point de vue.
Au lieu de dire non, mais monsieur, vous êtes intimidant, c'est pas normal, etc., qui est une réaction du cortex, je vais plutôt respirer. Et on va partager ensemble 3 méthodes de respiration juste après ça. Respirer, donc trois techniques, donc une respiration effectivement relaxante, une respiration qui est dynamisante, ça dépend des situations. On revient à notre cercle maintenant. Et donc, la première étape, c'est de respirer. La deuxième étape, c'est de nommer cette émotion. Mettre un nom sur l'émotion est important. Pourquoi? Parce que le langage se trouve dans le cortex. Et donc, déjà, si je dis je suis déçu, je suis frustré, je suis en colère, je suis, je ne sais pas moi, joyeuse, je suis neutre, je suis indifférente, je suis optimiste, tout ça me fait voyager de mon réflexe primitif qui se trouve dans ce cerveau-là, qui est à fleur de peau, qui est reptilien, qui est important pour ma survie parce que mon ancêtre pouvait rencontrer le lion de l'Atlas à côté de la maison. Mais que moi, je rencontre plus tellement ce lion de l'Atlas. Il y en a quelques-uns chez le roi de Maroc, il paraît, il n'y en a plus. Et du coup, moi, je vis surtout en entretien, en salle de réunion, etc. Et donc, ce reptilien-là, il n'est pas tellement utile pour moi. Et donc, j'ai besoin de voyager vers le cortex. Et dès que je mets un nom sur mon émotion, je voyage dans le cortex. Et c'est ça que je veux aussi. Donnez-moi quelques noms d'émotions. Là, je veux savoir à quel point la granularité est importante, à quel point nous sommes spécifiques dans le fait de nommer nos émotions. La plupart des gens, ils ont je suis bien, je suis pas bien. À part je suis bien, je suis pas bien. Animli, effrayé, voilà. Colère, la peur, la colère, effectivement. Déstabilisé, triste. Oui. Prise de conscience. Embêté, oui. Déstabilisé, triste. Effectivement. Voilà. Bravo. Donc, vous avez touché du doigt ce qu'il faut. Ça veut dire que vous savez mettre des mots. Et ça, c'est important pour moi. Et mettez le mot que vous voulez. Hein. C'est entre vous et vous-même. Ça peut être dans n'importe quelle langue. Mais bravo. Donc là, vous mettez des mots et ça m'intéresse. Très bien. Donc, frustré, triste, embêté, perdu, j'ai peur. Je suis joyeuse, hein, je suis heureuse, je suis optimiste. J'aime, je suis attachée, tout ça, ce sont des émotions. Démotivé, distant ou indifférent plutôt. Je ne suis pas capable n'est pas une émotion. C'est une croyance. Et c'est une croyance très, 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 très négative, entre parenthèses. Donc, je maîtrise, tout ça, ce sont des croyances. Hein. Donc, Sonia, Nadia, je ne suis pas capable n'est pas une émotion, c'est une croyance. Je maîtrise est une croyance aussi. Mais j'ai compris, tu veux dire je me sens capable. Et là, ça peut être de l'optimisme, ça peut être de la motivation. Quel ressenti heureuse, voilà, peur, tout à fait. Tout ça, ce sont des émotions. Donc, pour moi, c'est important que vous sachiez mettre un mot sur cette émotion. Et ensuite, la troisième étape, c'est de transcender vers le positif. Ça veut dire, une fois que j'ai mis un nom sur cette émotion, je vais passer un cran au-dessus de ce mot. Par exemple, si je me dis, je vais prendre un exemple concret, un ami m'a menti sur une position de travail et il m'a demandé de poser ma candidature et je découvre que ma candidature, c'était simplement une candidature, une troisième candidature pour qu'il soit sélectionné et que c'était pas vraiment honnête de sa part. Bon, ok. Et donc, je suis, au début, c'est un ami qui m'a menti, d'accord? Qu'est-ce que je fais? Je respire et on va apprendre à respirer. Ok. Au lieu de l'appeler là tout de suite, allô, madame, non, ça c'est mon cerveau, l'autre cerveau qu'on veut mettre sur pause là. Donc, je pose mon téléphone, j'appelle pas. On est bien d'accord?
On est bien d'accord? Alors, je me sens trahi n'est pas une émotion, hein, mais tu te sens comment? Une émotion, c'est triste, en colère, déçu, tout ça, c'est des émotions. Ok, bon. Alors, je suis très en colère. Et maintenant, ça y est, j'ai respiré. J'ai respiré, j'ai nommé mon émotion, je suis en colère. Maintenant, je vais transcender et si tu peux passer vers un autre slide, s'il te plaît, où il y a comme une espèce de tourbillon vers le haut, comme ça, s'il te plaît, Yasmine. Voilà. Je suis en colère et je veux monter de la colère. Je vais peut-être aller vers la déception. Je vais me dire, bon, je vais me mettre en colère, alors je vais me disputer avec mes enfants, c'est pas une bonne idée. Aujourd'hui est leur seul jour de repos, donc je vais peut-être me calmer un peu. Et maintenant, je suis quand même triste hein, que cet ami, quand même, de longue date, ait pu me mentir. Il aurait pu me dire, j'ai besoin d'une troisième candidature, j'aurais dit oui. Il m'a menti, je suis déçue. Donc maintenant, vous voyez comment ça monte. Et puis bon, c'est vrai que je suis déçue, mais qui n'a pas menti un jour dans sa vie? En fait, je m'en fous. Voilà, je suis neutre. De toute façon, ce travail n'était pas idéal pour moi. Et c'est pas Maktoub, donc voilà, je suis neutre, je m'en fous. Donc vous voyez que je monte. Hein. Et en fait, tant mieux qu'il y ait eu ça, comme ça au moins, je sais que la prochaine fois, je pose les bonnes questions. Donc maintenant, ça me prépare. Donc là, je monte encore. Et ça me donne de l'espoir parce que maintenant, je vais discuter avec lui. J'espère qu'il demandera des excuses. Et puis, la prochaine fois, je poserai des questions. Donc là, je suis dans l'optimisme. Hein. Ça y est, je me projette la prochaine fois. Et puis, franchement, je suis heureuse que ce soit arrivé maintenant, avant l'embauche, avant d'aller plus loin, avant que je ne me sois investie plus. Maintenant, je sais et c'est tant mieux que c'est arrivé. Et voyez comment j'ai transcendé un peu cette émotion qui était la colère. Et donc, il y a 5 ans, j'aurais pris le téléphone, j'aurais fait ma fameuse phrase à 2 kilomètres qui commence par Matahchem. Et je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, si on peut revenir vers le cercle, au lieu de ça, j'ai respiré, j'ai nommé l'émotion, j'ai transcendé cette émotion qui était colère, puis tristesse, déception, neutralité, espoir, puis joie, puis amour. Je l'aime bien, mon ami, malgré tout. Hein. Et puis s'exercer et réfléchir. Ce n'est pas un processus facile. Et comme toute nouvelle chose, c'est comme quand vous alliez en auto-école. Hein, il faut s'exercer sans cesse. Et puis prendre un moment de la journée pour réfléchir. Si vous voulez vraiment prendre au sérieux, vous prendre au sérieux et prendre au sérieux votre niveau de stress parce qu'il s'agit de votre santé. Je veux être alarmiste ni rien, c'est la vérité. Hein. Je vais me déplacer, excusez-moi, parce que je me rapproche d'une prise. Je veux pas être alarmiste ni rien du tout. Tous les experts le disent, le stress est dangereux pour nous tous. Et donc, je vous demande de prendre très au sérieux cette histoire. Et si vous voulez la prendre au sérieux, alors exercez-vous. Et puis prenez peut-être 5 minutes avant de dormir pour réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire au final aujourd'hui avec cette gestion émotionnelle? Alors, des questions, une situation peut-être, avant de passer aux 3 types de respiration. Et ça va être une très bonne, à mon avis, une très, très belle expérience à nous tous. Ça va, vous me voyez ou je suis trop en contre-jour? Non, on te voit parfaitement. Ok. Question ou situation? Oui. Je crois qu'il y a Soumia et Fatiha qui sont en train d'écrire. Donc, on va juste patienter un moment le temps. Alors, quelqu'un a dit, est-ce que je suis dans l'analyse de l'émotion? Alors, l'analyse de l'émotion n'est pas mauvaise à partir du moment où on reste dans le cercle d'influence. Alors, analyser pour analyser n'est jamais une bonne idée hein, par rapport à la gestion de stress. Les Américains appellent ce phénomène par paralysis by analysis. Ça veut dire on se paralyse tellement on analyse.
Analyser, suranalyser, cogiter, surcogiter n'est jamais une bonne idée. Hein. Ce n'est pas d'une bonne chose de gérer d'une bonne façon de gérer le stress parce que nous sommes dans quel cercle? Nous sommes dans le cercle de soucis. Mais analyser pour nommer, pour transcender et pour s'exercer, oui. Et c'est ça que j'appelle réfléchir dans dans la cinquième étape. Oui, oui, vas-y. Ça peut nous aider avant un entretien d'embauche. Alors, concrètement, comment ça peut nous aider avant un entretien d'embauche? D'abord, moi, ce que je te souhaite, c'est d'être, je me permets de tutoyer, hein, vous pourrez me tutoyer aussi, c'est qu'avant un entretien d'embauche, c'est que tu sois à un niveau de stress acceptable et que tu n'aies pas besoin de ça. Mais si jamais ce n'est pas le cas, ce que tu peux faire avant un entretien d'embauche, c'est respirer. On va tout de suite apprendre 3 manières de respirer. Nommer l'émotion. Si je suis inquiète, oui, je sais que je suis inquiète, je vais le transcender. Si je suis en manque de confiance en moi, je sais que c'est un manque de confiance en moi, je vais le transcender. Et donc, tu prends ton émotion, tu la nommes et puis tu montes comme ça. Et l'échelle émotionnelle qui existe sur le slide d'après, à la demande, on pourra le partager avec vous. Yasmine, tu as les slides et tu as quartier libre pour partager l'échelle émotionnelle avec qui le demande. Oui. Je ne sais pas si tu es en train de lire les questions. Oui. Juste, Fatiha, est-ce que ça satisfait ta question ou pas? Parce que je pense que c'est une question centrale de tout le webinaire, hein, puisque ce webinaire, je le rappelle, s'adresse surtout à des candidats. Sinon, vas-y, Yasmine, tu voulais lire d'autres questions? Non, je ne sais pas si tu es en train de les lire de ton côté. Oui. Donc, il y a Siam Messaoudi qui demande est-ce qu'il y a des tests pour calculer le quotient émotionnel? Oui, les tests existent et vous pouvez aller sur Internet, les retrouver. Test QE, tu fais test QE et tu retrouves. Si tu ne retrouves pas, Yasmine a tous mes coordonnées et vous pouvez me contacter par mail, je vous donne le test. Très bien. Alors, oui, vas-y. Oui, c'est ça. J'allais poser la question de Rabah, justement, celle que tu étais en train de lire. C'est ça. Si la situation se répète, alors, puisqu'on est dans le mois saint, je vais redire un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui disait la yuldarul mu'minu min nafs al-juhri marratayn. Alors, s'il y a des purs francophones parmi nous, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit le croyant ne se fait pas piquer dans le même trou 2 fois, ou piquer par une vipère, hein, entre guillemets, dans un même trou 2 fois. Et donc, ce que je veux dire par là n'est pas de me concentrer sur le cercle de soucis et d'aller détester tous les amis méchants qui font ça, pas du tout. Mais c'est de me concentrer sur mon cercle d'influence. Ai-je posé toutes les questions? Ai-je fait tout l'effort qu'il faut? Quelle est la partie positive de ce problème? Parce que si à chaque fois je vais dans un entretien d'embauche et que ça ne marche pas, j'ai appris quelque chose. En quoi c'est utile cette chose? Et donc, concentrez-vous sur les choses que vous pouvez influencer. Les situations négatives vont cesser de se répéter. 2, vous allez gagner en sagesse et en expérience et vous allez être meilleur. Ça, j'espère que ce n'est pas du théorique pour toi, Rebah. Si c'est le cas, dis-le moi, s'il te plaît. Moi, j'ai envie de partager une expérience personnelle par rapport à ça. Je ne sais pas si elle va vous parler, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Ça fait peut-être 18 ans que j'ai fait des formations depuis 2002. Et avant, je faisais de l'enseignement supérieur, donc j'avais des masters et que j'enseignais. Et donc, ça fait très, très longtemps que je fais de l'enseignement ou de la formation. Ce qui se passait pendant des années et des années, c'est que dans chaque groupe, enfin, c'est des groupes de taille variable, mais la plupart des groupes, c'est des groupes de 12 à 14 personnes. Et dans chaque groupe, il y avait 1 ou 2 personnes qui m'énervaient, mais à un tel point qu'entre les 2 jours de formation, 3 jours, je ne dormais pas.
Et à un moment, ça a cessé, complètement cessé. Il y avait plus personne qui m'énervait dans le groupe. À votre avis, c'est les groupes qui ont changé, qui ont arrêté d'être énervants, embêtants, tout ce que vous dites, ou est-ce que c'est moi qui ai changé? À votre avis, sincèrement. Voilà, c'est moi. Et c'était vraiment moi. Ça veut dire que j'ai cessé de prendre les choses personnellement grâce à une lecture. J'avais lu un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec, que je vous recommande. Les Toltec est un peuple d'Amérique latine. Donc, les 4 accords Toltec, c'est comme tu dis, Qawa'ad al-Islam al-Khamsa, c'est les 4 règles de leur vie spirituelle. Et j'ai lu ce livre, et puis un des 4 accords Toltec, c'était ne prenez rien personnellement. Et j'ai cessé de prendre les choses personnellement. Ça veut dire le gars qui n'était pas d'accord, il n'a rien contre moi en tant qu'humaine. Il peut avoir quelque chose contre son entreprise, ou lui peut concevoir les choses autrement. Et dès que j'ai cessé à prendre ces choses personnellement, je commençais à dire aux gens, oui, je comprends votre point de vue. De votre point de vue, c'est tout à fait défendable. Sauf qu'aujourd'hui, nous sommes là pour nous concentrer sur la gestion du stress et non pas sur ces autres sujets qui sont habituellement importants sur vous. Et comme ça, les gens ont arrêté d'être véhéments parce que j'avais de l'influence à nourrir cette véhémence. Et moi, du coup, je suis beaucoup moins stressée et je dors mieux. Et ça, c'est une réalité que j'ai vécue dans ma chair, que je partage avec vous. Rebah, est-ce que ça te parle? Est-ce que mon histoire te parle? Il est où, Rebah? Il est encore là? Je pense qu'il est encore là. Je veux juste savoir si ça répond à son souci de et si l'histoire se répète. Donc là, c'est soit peut-être un souci de connexion, ou là, donc les réponses, Pas de souci. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, effectivement, on va maintenant nous centrer sur ces méthodes de respiration parce qu'elles sont vraiment efficaces. Elles sont vraiment efficaces. Avant un entretien d'embauche, il n'y a rien de plus efficace que de savoir respirer, à mon avis. Ok, allez. Slide suivant, s'il te plaît, Yasmine. Nous allons, après celui d'après, à 3 niveaux, voilà. Nous allons appréhender ensemble 3 manières de respirer. La base, c'est ce qu'on appelle la respiration totale. Alors, c'est quoi la respiration totale? La respiration totale, c'est de prendre un maximum d'air par le nez, très lentement. Donc, on va se remplir l'abdomen, le thorax et les épaules. D'accord? Abdomen, thorax et épaules. Allez-y. Je bloque pendant peut-être 2 à 3 secondes. Et j'expire très lentement par le nez. Très, très, très lentement par le nez. On va en faire 3. OK? Allons-y. Troisième respiration, j'inspire très profondément par le nez, je me remplis l'abdomen, le ventre, le thorax et les épaules. J'arrête un peu et j'expire très, très, très lentement par le nez. Alors, ceci présuppose les bras décroisés et les jambes décroisées, s'il vous plaît. Alors, portez pas trop les bagues qui vous serrent, les boucles d'oreilles très, très lourdes, les lunettes là sur la tête, les lunettes qui vous serrent. Quand vous partez en entretien d'embauche, soyez à l'aise. Ne portez pas la jupe pour la première fois, les talons pour la première fois, le costume pour la première fois. Portez des vêtements présentables, mais dans lesquels vous pouvez être à l'aise. Ça a une influence sur votre niveau de stress et ça, vous le savez mieux que moi. Donc ça, c'est la respiration totale. La respiration totale, des noms sur les livres d'intelligence émotionnelle. D'accord, les noms sur les livres d'intelligence émotionnelle, on vous les donne après. Il y en a de très, très bons, mais vraiment d'excellents. Hein. Yasmine, si tu peux prendre note, s'il te plaît, comme ça. J'ai pris note. Voilà. J'ai pris note. Et donc, la respiration totale, c'est la base de la respiration relaxante. Quand est-ce qu'à votre avis, j'ai besoin d'une respiration relaxante et quand est-ce, au contraire, j'ai besoin d'une respiration dynamisante? À votre avis? Yasmine, tu peux répondre aussi. Ok.
Donc, quand est-ce qu'on a besoin d'une respiration dynamisante? Et quand est-ce qu'on a besoin d'une respiration relaxante, puisque maintenant, on va apprendre les deux. Donc, relaxante quand on se sent prêt Relaxante pour bien dormir, par pour bien exemple. dormir, je ne sais pas, avant d'aller faire, par exemple, comme moi, animer un webinaire avec, avec toi. Alors, oui ou non? Oui et non. Oui, Yasmine, je vais te dire pourquoi. Alors, quelqu'un a dit quand on est stressé. Effectivement. Alors, tu me dis, avant de faire un webinaire avec toi, j'ai intérêt à faire une respiration relaxante pour être zen. Je te oui. dis, ça dépend. Si tu es stressé, un peu tendu, énervé, oui. Mais imagine que tu sois fatigué, léthargique comme ça, tu as sommeil, tu n'as pas dormi. Ah, là, c'est Là, tu veux te respiration relaxer. Non, là, dynamisante. tu as besoin de. Et donc, le choix du type de respiration va dépendre de l'état émotionnel dans lequel on est. Les états émotionnels de colère, de tension, de stress ont besoin de faire baisser la pression et donc d'une respiration relaxante. Les moods, je vais dire moods, mais les ressentis plus bas dans l'échelle émotionnelle, qui sont la déprime, la fatigue, le sommeil, la fatigue psychologique ou physique, hein, la léthargie, tous les états, le désespoir, la démotivation, le désengagement, tout ça a besoin d'une respiration plutôt dynamisante. Et avant d'aller à la réunion, tu fais et tu vas à la réunion et là, tu es d'aplomb et tu retrouves un peu ta force que tu croyais ne plus même exister à cause de cette fatigue, léthargie, etc. Ça vous parle, mesdames, messieurs? Voilà. OK. Maintenant, Respiration comment dynamisante, on nous parle surtout pendant Ramadan, hein, parce qu'on a des petits coups de barre. absolument, absolument, tout à fait vrai, tout à fait vrai. Alors, respiration relaxante, c'est une respiration totale accompagnée d'une image mentale relaxante. D'accord? Vous pouvez prendre note si vous avez envie. Hein. Donc, respiration relaxante, c'est une respiration totale accompagnée d'une image mentale relaxante. On va tout de suite faire ça. Ce que je vous propose de faire chez vous, c'est de vous installer confortablement sur une chaise ou par terre ou sur un matelas, de fermer peut-être les yeux en guise de rupture avec le monde extérieur, décroiser, j'insiste, les bras, décroiser, j'insiste, les jambes, débarrassez-vous de tout ce qui vous sert. Si vous avez une montre, une cravate, des lunettes, je ne sais pas quoi, des bagues, des choses qui vous servent, vous débarrassez de tout ça. Fermez les yeux et nous allons faire des respirations totales. Allez-y, donc inspirez très lentement par le nez, remplissez-vous le ventre, le thorax et les épaules. Expirez très, très, très lentement en imaginant qu'avec l'air exprimé, quitte votre corps tous les tracas, toutes les petites tensions musculaires, tous les petits stresseurs quittent votre corps. Encore une fois, on inspire de l'énergie divine et cosmique qui nous fait du bien. On inspire très lentement par le nez et on expire de l'air en imaginant qu'avec l'air expiré, nous nous débarrassons des stresseurs, des tensions musculaires, des tensions qui existent, des petits problèmes, des petits tracas. Je reprends. J'inspire de l'énergie cosmique que j'emmagasine en moi, en plus profond de mes cellules, et j'expire très, très lentement en imaginant qu'avec l'air expiré quitte mon corps tous les soucis, tracas, tensions. Et puis là, ma respiration reprend un cours normal et j'imagine un endroit fait de calme et de sérénité. Ça peut être au bord de la plage, ça peut être au pied d'une montagne, au bord d'un lac, ça peut être à la campagne. Et je continue à respirer en imaginant être dans cet endroit et m'imbiber de tout le calme et de toute la sérénité qui existe dans cet endroit. Et je respire, et je respire, et je respire. Et maintenant que mon corps se soit imbibé de tout ce calme et de toute cette sérénité, je vais pouvoir reprendre contact avec le monde extérieur et à mon rythme, je peux ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant
Alors, dites-moi si vous avez réussi à le faire et surtout si le niveau de stress a baissé. Alors, dites-moi juste oui. Oui, ça fait du bien. Est-ce que le niveau de stress a baissé? Très bien. Excellent. Excellent, Sonia. Excellent. Très, très bien. Excellent. Okay. Très bien. Excellent. Alors, je suis très heureuse que vous ayez pu le faire. Ce n'est pas du tout évident comme ça par écran interposé. Mais ce que je vous demande de le faire, c'est de le faire peut-être pendant 3 semaines le soir avant de vous endormir. Et ça va devenir tellement facile pour vous qu'avant un entretien d'embauche, avant une réunion, si vous êtes en colère, vous pourrez le faire. Alors, bingo, bingo, qui n'a pas réussi à le faire, vous pourrez peut-être revoir le webinaire après et essayer de le faire. Le principe est simple, hein. C'est vous faites une respiration totale. Je vous rappelle les principes de la respiration totale, c'est de prendre un maximum d'air, de l'emmagasiner dans le corps et d'expirer lentement par le nez, accompagné d'une image mentale relaxante. D'accord? Zakia qui est sur un nuage. Alors, j'espère pour Zakia qu'avant la rupture du jeûne, elle pourra atterrir. Redescendre dans la C'est sympa ça. Ok, respiration dynamisante. Mesdames et messieurs, la respiration dynamisante consiste à prendre beaucoup d'air et de souffler un tout petit chouïa d'air par la bouche. Ça veut dire c'est comme les sportifs avant de plonger dans la piscine pour faire une course. Accompagnez cette respiration-là par une image mentale dynamisante. Alors, ça peut être des enfants qui rient, ça peut être, je ne sais pas moi, jouer au foot avec les copains, ça peut être plonger dans une piscine glaciale. Je ne sais pas ce qui vous dynamise, vous, mais manger une glace, je ne sais pas si c'est dynamisant ça, mais en tout cas, pensez à une image mentale dynamisante et faites une respiration où vous prenez un maximum d'air par le nez et que vous expirez très brièvement par la bouche. Par exemple, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Et ça, c'est dynamisant. Alors, on va expérimenter, s'il vous plaît. Voilà. Marcher au sommet d'une montagne. Voilà, si ça vous dynamise. Marcher au sommet d'une montagne. C'est respirer l'air frais de la forêt. Ce qui vous dynamise. Ok. Il y a un monsieur qui dit ça en dit long, je vois qu'il n'y a pas de crédibilité. Bon, ok, je ne comprends pas vraiment votre attente. Alors, une rencontre entre amis, ça, c'est quelque chose qui vous dynamise. C'est très bien. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est réfléchir à quelque chose qui vous dynamise. Ça peut être une rencontre entre amis, marcher dans la forêt, comme vous avez dit, et puis prendre de l'air par le nez, vous remplir pareil le thorax, les épaules et l'abdomen, et puis expirer très brièvement par la bouche. D'accord? Donc, allez-y, nous allons expérimenter 3 respirations relaxantes et vous allez me dire si vous vous sentez un peu plus dynamique comme ça dans votre corps. On y va? 1, 2, 3. Voilà, très bien. Est-ce que ça a marché? Oui, pour moi, ça a marché. Ça a marché pour certains. Très, très bien. Ok, very good. Très, très bien. Je suis heureuse de voir ça. Et donc maintenant, ce que je vous demande, c'est de revenir, peut-être Yasmine, à notre cercle. Oui. Et je pense qu'on a toute la matière première pour le cercle. On a appris à respirer, on a appris à nommer les émotions, à transcender selon l'échelle émotionnelle qui est dans le slide d'après. Et puis, je vous demande de vous exercer à faire ça et puis de réfléchir.
Yasmine, il nous reste deux notions, dont une qui est très rapide à expliquer. Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on s'arrête là Non, pour aujourd'hui? on avance, hein, on On avance. avance. OK. Alors, euh, la notion que j'aimerais partager avec vous maintenant, s'appelle le temps optimum. Alors, c'est un slide là où il y a un surfeur, Mm. s'il te plaît. C'est quoi cette notion du temps optimum? La plupart des gens portent leur attention mentale dans le passé. Et donc, ils vivent dans un regret permanent. J'aurais dû faire ça. Oh là là, s'il n'y avait pas eu ça. Oh là là, s'il n'y avait pas eu ça. Et puis, ils vivent donc dans un regret permanent. Fi nadam DM en arabe. Fi nadam DM. Ils sont toujours en train de regretter quelque chose. Et là, ça fait des maladies du dos, ça fait de la tristesse, ça fait des déprimes, ça peut aller jusqu'à plus grave que la déprime. Et puis, il y en a qui portent leur attention mentale en permanence sur le futur. Demain, je fais ça. Juste après ça, je fais ça. Oui, je fais ça. Juste après. Et puis, ils sont, par exemple, dans cette session de webinaire-là. Et puis, ils pensent à, je ne sais pas moi, une course qu'ils ont oublié de faire, une voiture mal garée, etc., etc. Et donc, ils sont dans la planification. Qu'est-ce qui va se passer demain et l'année prochaine? Et si je meurs, qu'est-ce qui va arriver à mes enfants? Et si demain, il y a la Troisième Guerre mondiale, comment on va manger? Et si demain? Et si après-demain? Et si je perds mon travail? Et si jamais on ne m'accepte pas dans ce travail? Et si jamais on n'aime pas le fait que je vienne de Tébessa et qu'ils n'aiment pas les gens de l'Est. Ah, et s'ils n'aiment pas les gens de l'Est, donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais m'énerver ou est-ce que je vais… Tout ça, ça fait que on vit dans une anxiété permanente. Et ça, cette anxiété-là, ça fait des ulcères à l'estomac, ça fait des maladies de la peau, ça fait des urticaires, etc., etc., etc. Le temps optimum, c'est de vivre ni dans le passé, parce que ça fait le regret permanent, un nadam ad-da'im, ni dans le futur, parce que ça fait l'anxiété permanente, al-qalaq ad-da'im, mais vivre l'instant présent. Vivre l'instant présent, ça veut dire je suis là en webinaire avec vous. Je ressens mon jean sur ma peau, je ressens la chaleur qu'il fait, je vois Yasmine, je vois l'écran, je vois vos questions et je suis là, ici et maintenant, à 100%. Je ne suis pas en train de réfléchir à nettoyer la devanture de ma maison ou régler les paramètres son après le webinaire ou acheter du pain ou nettoyer mon cartable, etc. Je suis là à 100% ici et maintenant. Et si on fait l'exercice, chacun d'entre nous, dans ce webinaire, d'être ici et maintenant, tout de suite, et sentir sa chaussure sur le sol, se sentir assis sur sa chaise, sentir les vibrations qui existent dans nos mains, écouter vraiment cette voix qui vous parle, qui est la mienne, et être là à 100%, qui a un niveau de stress qui baisse, ne serait-ce qu'en faisant ça. Se concentrer sur le ici et maintenant, allez-y, dites oui, si c'est votre cas. Voilà. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, il n'y a que l'instant présent qui existe. Alors, le contraire maintenant du temps optimum, c'est quoi? J'ai une stagiaire qui venait très, très souvent à mes formations, je la voyais très souvent. Alors, cette dame, quand elle était en formation, elle pensait à son fils qu'elle récupérait à la crèche, à sa voiture qui est mal garée, à son rapport qu'elle n'a pas terminé pour envoyer à son employeur, à sa mère qu'elle doit visiter après la formation. OK. Quand elle était chez sa mère, elle repensait à la formation, elle m'envoyait de chez sa mère des messages par rapport à la formation parce qu'elle n'avait pas été attentive en pensant à sa mère pendant la formation. Et puis, quand elle va accompagner son fils, ben, elle n'est pas avec son fils puisqu'elle est au téléphone avec le travail. Et quand elle est au travail, elle n'est pas concentrée au travail puisqu'elle est
à parler à la crèche de son fils pour voir s'il n'a pas de fièvre. Et ça, c'est le contraire de la gestion du temps. C'est le contraire. Tu veux avoir une vie de stress, alors quand tu es au travail, pense à la maison. Quand tu es à la maison, pense au travail. Quand tu es chez ta mère, pense à ton mari. Ça, c'est le contraire. Si tu vois les présidents, les grands leaders, etc., tu les vois en entretien. Ils ne sont pas téléphonés. Non, ils sont ici et maintenant avec la personne qu'ils ont en face. Je ne peux pas être plus occupée que le président russe ou le président algérien. Je ne peux pas. Ce n'est pas possible d'avoir plus de soucis que ces gens-là. Et pourtant, quand ils sont là en entretien avec une infirmière, par exemple, admettons qu'ils fassent aujourd'hui une visite à l'hôpital. Ils sont là, ici et maintenant, à discuter avec l'infirmière. Ils ne sont pas en train de voir leur SMS, répondre à leur mail, appeler le chef de protocole pour ramener les roses à je ne sais pas qui, appeler leur femme pour faire le dîner. Non, ils sont là, ici et maintenant, à parler à l'infirmière. Et ça, pour moi, c'est un des piliers, c'est pour ça que je tenais à partager ça avec vous aujourd'hui, de la gestion du temps. C'est être ici et maintenant, en temps optimum. C'est surfer sur la vague. Pas avant la vague, pas après la vague, mais surfer sur la vague. Et puis, c'est la base de ce qu'on appelle la résilience. Ça veut dire accepter qada wal qadar. Dans notre culture à nous, on dit c'est ça la résilience. Ça veut dire ce qui vient, je vis avec. Ce qui vient, je vis avec et j'agis sur les leviers, les effets de levier dans mon cercle d'influence, mais j'agis. Quand j'agis, j'agis. Je n'agis pas en me disant j'ai peur d'agir et que ça se passe mal. Non, je suis concentrée à agir, je suis concentrée sur ce webinaire. Je ne suis pas en train de dire et si jamais ce webinaire est un flop? Ben non, je me concentre d'abord sur l'action. Et puis, si c'est un flop, gérons les problèmes de riches quand on sera riche. Quand on sera riche, on va gérer les problèmes de riches. Pour l'instant, on est là à faire le webinaire. Donc, ça, c'est une notion très importante, celle du temps optimum. La dernière notion, je vous ai parlé de 4 notions, donc les cercles, l'intelligence émotionnelle, le temps optimum et puis l'alignement des niveaux logiques. C'est quoi cet alignement et c'est quoi ces niveaux logiques? D'abord, est-ce qu'il y a une question? Yasmine, si tu peux passer à la pyramide, s'il te plaît. À la dernière slide. Oui, voilà. Oui. Et puis, s'il y a une question par rapport au temps optimum, je veux bien prendre une question. Alors, quelqu'un dit, merci Karima, merci, qui dit il y a quand même des ondes qui viennent perturber. Alors, oui, il y a des ondes, mais qu'est-ce que je fais de ces ondes? C'est ça mon travail. Il y a des ondes qui viennent. Qu'est-ce que je fais de ces ondes? Est-ce que je suis tellement perméable que non, je ne sais pas si vous utilisez cette expression, je me noie dans un verre d'eau. Je suis tellement perméable à tout ce qui vient que le houel est dîner, comme on dit. Ou alors, je sais mettre des petits, je sais cadrer les choses, je sais prendre ce qu'il y a à prendre, laisser ce qu'il y a à laisser. C'est vraiment un travail sur soi qui est très important à faire. Karima, j'espère que ça t'apporte un éclairage. Alors, il y en a qui sont obligés de nous quitter. Allez-y, ne vous gênez absolument pas. Ce webinaire est enregistré. C'est la dernière idée que nous allons partager maintenant, la pyramide des niveaux logiques. C'est quoi cette pyramide et en quoi c'est utile dans la gestion du stress? Alors, Monsieur Bateson a modélisé pour nous différents niveaux intérieurs et extérieurs. Alors, je m'exprime. Quelquefois, tu dis, au niveau familial, je vais bien, mais au niveau spirituel, je ne suis pas très satisfaite. Au niveau personnel, je suis satisfaite, mais à l'autre niveau. Donc, l'être humain a plusieurs niveaux qui démarrent du soi, du sens de soi le plus profond, vers les choses externes. Alors, le premier niveau le plus immédiat, c'est l'identité, qui je suis. Et ensuite, quelles sont mes croyances et mes valeurs? Qu'est-ce qui est très important pour moi dans ma vie? Et puis, qu'est-ce que je sais faire avec ça?
et puis mon comportement, et puis celui qui est le plus bas, le plus loin, c'est l'environnement. Donc, à quoi ressemble, je ne sais pas, mon bureau, ma maison, ma voiture, si j'en ai une, etc. Parmi ces 5 niveaux logiques, qui sont les niveaux extérieurs et quels sont les niveaux intérieurs? Alors, bingo, bingo, je réponds à ta question juste après ça. Hein. J'ai noté. Alors, pour Kamel, je vais laisser un ploatique, peut-être ça. Je suis en train de lui répondre. Très bien, excellent. Alors, qu'est-ce qui est externe parmi ces 5 niveaux? Qu'est-ce qui est visible de l'extérieur? Yasmine, si tu veux participer, tu peux bien sûr. Oui. Voilà, c'est le comportement. Moi, je voudrais bien participer. Qu'est-ce qui est visible? C'est le comportement. De l'extérieur, c'est le comportement, l'environnement. Et l'environnement. Bravo. Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est les niveaux intérieurs qui ont plus d'influence sur l'extérieur ou le contraire? Ça veut dire, est-ce que ce sont mes croyances, valeurs, capacités qui ont une incidence sur mon comportement, environnement, ou c'est l'inverse? C'est mon environnement qui fait mes valeurs et mes croyances. De l'intérieur à l'extérieur, bravo. Donc, quelqu'un a dit de l'intérieur à l'extérieur et c'est tout à fait vrai. Alors, pour être concrète maintenant, tout à l'heure, on a dit, on a pris l'exemple de l'entretien d'embauche où je suis stressée par des questions que je trouve embarrassantes. On avait pris cet exemple. OK. Qu'est-ce que je crois ou quelle est la valeur qui a été touchée pendant ce processus? Peut-être que moi, je crois que les gens te posent des questions pour te piéger. C'est peut-être ma croyance. Ça peut ne pas être vrai, bien sûr. Et qu'est-ce que j'ai manqué comme capacité? J'ai manqué la capacité du self-control, de la gestion de la frustration. Donc, comment je me suis comportée? Je me suis braquée sur moi-même, j'ai arrêté l'entretien et j'ai échoué cet entretien. Imaginons maintenant que j'ai d'autres croyances et d'autres valeurs. Que pour moi, oui, chacun peut poser les questions qu'il veut, de sa perspective à lui, de son point de vue à lui, c'est défendable. Et donc, et puis, avec le temps, j'ai regardé des webinars, j'ai assisté à des formations, appris la gestion de la frustration. Donc, je ne me suis pas frustrée, j'ai répondu poliment aux questions, j'ai posé à mon tour quelques questions, et donc, je me suis comportée d'une manière calme et positive, et c'est ce qui a fait que finalement, j'ai pu réussir cet entretien d'embauche. Ça vous parle, cette situation? Ça vous parle? On a tous vécu une situation comme ça un jour. Voilà. Et donc, ces niveaux-là logiques sont très importants. Pourquoi on les étudie en gestion du stress? Parce que si, par exemple, j'ai besoin, mon objectif, c'est de réussir des entretiens d'embauche. Au lieu de me concentrer sur l'environnement et sur mon comportement que je n'arrive pas à changer, alors je monte. Je monte dans capacité. Qu'est-ce que je dois apprendre? Je monte dans croyance. Qu'est-ce que je crois? Si, par exemple, je crois que je n'ai pas de chance, alors toutes les opportunités du monde peuvent s'ouvrir devant moi, mais comme je sais que je n'ai pas de chance, alors je vais me dire, ah, il y a un problème là, je me connais, je sais que je n'ai pas de chance. Et donc, dès que vous avez des blocages à des niveaux de comportement ou d'environnement, allez plus haut et vous voyez ce que vous pouvez apporter. L'autre manière où cette pyramide peut nous être utile en gestion de stress, c'est l'alignement. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a la propreté et l'ordre comme valeur personnelle, est-ce qu'il va être à l'aise dans un environnement sale? Non. Et donc, au lieu de nous plaindre que les environnements soient sales, peut-être que je peux nettoyer mon bureau. Peut-être que je peux avoir des lingettes sur moi pour nettoyer une chaise sur laquelle je peux m'asseoir. Peut-être que je peux organiser, moi, les dossiers avant de subir la mauvaise organisation par d'autres. Et c'est ça, l'alignement. Plus vous êtes aligné, ça veut dire que votre comportement reflète vos croyances, vos valeurs, votre identité, vos capacités, moins vous êtes stressé. Les gens qui sont en accord avec eux-mêmes, c'est des gens où leur comportement est aligné avec leurs croyances et valeurs.
Et ça, c'est un élément de gestion de stress qui est très, très important, que j'aurais aimé partager avec vous. Euh, on peut s'étendre sur ça. C'est un long sujet. J'espère qu'il a été utile pour vous. On va s'arrêter là pour la présentation. Donc, nous avons partagé 4 choses: les cercles, l'intelligence émotionnelle, le temps optimum et l'alignement personnel. Je vais prendre quelques questions, mais avant de prendre vos questions, euh, quelqu'un a dit, quelqu'un a dit comment on peut faire pour vivre pour vivre l'instant présent. Voilà. Alors, comment on peut faire? On revient justement, mentalement, on revient ici et maintenant et commencer par les sensations physiques. Ça veut dire, sentez votre pied dans la chaussure ou sur le tapis ou je ne sais pas où il est. Sentez le vêtement sur votre peau. Sentez la chaleur ou le froid ou je ne sais pas quel environnement il y a. Écoutez la voix qui vous parle. Par exemple, là, c'est moi qui vous parle. Donc, écoutez vraiment. Et là, vous allez être en temps optimum automatiquement. Mais c'est un exercice que de ramener ici, et l'esprit, il va aller, et puis tu ramènes, et puis il va partir, et puis tu ramènes, jusqu'à ce que même les pensées qui viennent, ça va devenir des poissons dans l'aquarium. Ça veut dire que tu les vois passer, mais tu n'interagis pas avec eux. Je prends peut-être une ou deux autres questions. Alors, en fait, Sonia, Tamsaoutet ou Tamsaouet, voilà, qui dit, est-ce que vous me recevez, Imen? Oui, 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 je t'entends. Oui. Oui, je vous entends. Allô? 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 Rebonjour. Oui, rebonjour. Est-ce que tu me reçois? Est-ce que vous me Oui, recevez? oui, 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 oui. Oui. Alors, Sonia avait posé une question. Comment faire quand c'est la démotivation qui nous stresse? Hmm. Alors, je vais revenir pour des raisons pédagogiques au cercle, hein. Donc, comment on fait? On respire, on nomme cette démotivation, on transcende. Donc, la démotivation, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? C'est peut-être l'espoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça? C'est peut-être, enfin, avant l'espoir, c'est peut-être la neutralité, puis l'espoir, puis, puis le bonheur un peu, et puis on peut utiliser le cercle et puis réfléchir, etc. Sauf que la démotivation, elle vient généralement du fait que nos sources spécifiques de motivation ne soient pas satisfaites. Et les sources spécifiques de motivation, on s'entend à ce que quelqu'un d'autre nous les satisfasse, notre employeur, notre famille, etc. Le secret, c'est qu'on peut les satisfaire nous-mêmes aussi. Par exemple, si cette personne trouve sa motivation dans l'apprentissage, il y en a qui aiment l'apprentissage, apprendre des choses. Alors, peut-être que lire un livre, ça peut remotiver, mais lire régulièrement. Si votre source de motivation, c'est la créativité, c'est créer, alors allez-y, faites de la peinture, faites, je ne sais pas moi, inscrivez-vous à un club de chant, créez, faites du bricolage à la maison, créez de nouvelles recettes. Et donc, ce que je vous demande de faire, si vous vous sentez démotivé, c'est, oui, parlez-en avec vos employeurs, vos époux, vos épouses, vos mères, etc. Mais parlez-vous à vous-même aussi pour satisfaire votre source de motivation, qui est un incontournable. Ok, J'espère que ma réponse peut apporter un éclairage. j'espère. Il y a Kalima aussi qui dit comment travailler sur son quotient émotionnel lorsqu'on est dans un environnement stressant et frustrant.
Alors, l'intelligence émotionnelle n'a rien à voir avec l'environnement. C'est des niveaux intérieurs, hein, c'est des capacités généralement, ou des croyances et des capacités. Et donc, je peux avoir les mêmes capacités quel que soit mon environnement. Au contraire, plus l'environnement est frustrant et stressant, plus l'intelligence émotionnelle devient un outil important pour rester zen, pour vivre avec, pour améliorer sa situation. Donc, comment améliorer son intelligence émotionnelle? Il y a 4 briques si tu veux revenir au slide d'avant. Il s'appelle modèle 4x4. Juste si tu peux revenir. Yasmine, tu m'entends plus. Allô? 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 Rebonjour Imen. Oui, rebonjour. J'ai eu un souci de connexion. D'accord. D'accord. Donc, tu en es où par rapport aux réponses des... Alors, oui, par rapport à comment améliorer mon intelligence émotionnelle quand je suis dans un environnement frustrant. Euh, donc, l'environnement n'a rien à voir avec l'intelligence émotionnelle. C'est quelque chose d'intérieur. C'est un ensemble de croyances et de capacités, mais qui devient très important à développer lorsqu'on vit justement dans un environnement frustrant. Plus vous êtes dans un environnement frustrant, plus vous avez intérêt à améliorer votre intelligence émotionnelle pour y réussir. Je ne sais pas si tu peux partager le slide Oui. 4x4 de l'intelligence émotionnelle. Donc, il y a 4 composantes à l'intelligence émotionnelle et il y a un ordre à avoir. Et donc, la première chose, c'est la conscience de soi. Et donc, ce que je vous conseille, si vous voulez améliorer votre intelligence émotionnelle, c'est d'améliorer votre conscience de vos forces et de faiblesses. Faites un test, prenez du feedback, faites un test de personnalité, faites un webinar sur les styles de personnalité, posez-vous la question, faites des autodiagnostics. Quelles sont mes forces et mes faiblesses? Une fois que
je pense que ça, c'est un très bon prérequis, hein. Et une fois que vous avez connu vos forces et faiblesses, vous pouvez mettre à contribution vos forces et puis améliorer vos faiblesses et surtout les reconnaître, hein. Il n'y a pas de mal à reconnaître ses forces et ses faiblesses et dire moi, je ne suis pas très forte à m'exprimer ou au contraire, j'ai besoin de m'exprimer, j'ai du mal à écouter. S'il te plaît, sois plus patient avec moi parce que j'ai besoin d'exprimer mon point de vue. Je n'ai rien contre toi, c'est juste ma nature. Donc ça fait partie de la connaissance de soi. Ensuite, on pourra passer à connaître les autres, la maîtrise de soi et puis les aptitudes sociales et managériales dans l'ordre, hein. Mais la première chose, c'est la conscience de soi. J'espère avoir répondu à cette dernière question. En dehors de ça, je tiens à beaucoup vous remercier, remercier tous les participants, à te remercier toi, Yasmine. Merci à toi. Et puis, s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va peut-être clôturer. Il y avait juste une dernière question peut-être qu'on pourrait poser, celle de Linda Meloud. Donc, une question, s'il vous plaît. Certains employeurs, lors de leur annonce d'embauche, exigent que la personne accepte de travailler sous stress, mais on n'accepte pas que l'on soit stressé lors de l'entretien. On vous considère comme étant instable. Est-ce normal et comment gérer cette situation? Alors, le S normal, il est dans le cercle de soucis. Donc, ne te soucie pas de savoir si c'est normal ou si c'est pas normal. Les choses que tu ne maîtrises pas, c'est une donnée. C'est une donnée. Donc, ce n'est ni normal ni pas normal. C'est comme ça, c'est une donnée. Ne te soucie pas de ça. Déjà, ça va t'enlever un peu de stress. Deuxième question, donc tu dis est-ce normal? Et la deuxième question, c'est est-ce normal et comment gérer justement ces situations? Donc, d'un côté, on nous demande de gérer le stress, de bien savoir travailler sous stress plutôt, et d'un autre côté, on est stressé lors de l'entretien. Donc, comment gérer ça? Comment ne pas être stressé justement lors de l'entretien et montrer justement qu'on a cette résistance au stress? Alors, moi, je vous conseille de rien montrer que vous n'avez pas, hein. Ce n'est pas un conseil que je vous donne, mais comment augmenter sa résilience au stress. C'est ça qu'on a vu pendant 1 heure et demie maintenant. Ça veut dire, vous allez bien respirer ce jour-là. Vous allez bien respirer avant l'entretien. Chaque fois que vous êtes frustré, vous allez nommer cette émotion-là. Vous allez la mettre dans le cortex. Donc, je suis frustré. OK, je vais transcender ça. C'est un environnement où je suis testée. C'est normal d'être testé. C'est normal d'être évalué. Après tout, c'est des gens qui vont donner ce qu'ils ont de plus cher, leur entreprise, entre les mains des employés. Donc, c'est normal de m'évaluer. OK, il n'y a aucune raison que ça me frustre. Je continue et je m'exerce à ça. Ce n'est pas que vous allez jouer une comédie. Ce que je vous demande de faire, c'est vraiment augmenter votre résilience au stress en général, pas de jouer la comédie une fois et puis s'en vont. C'est vraiment un travail sur soi et vous pouvez vous exercer quand votre maman exerce un stress sur vous, quand votre meilleur ami exerce un stress sur vous, quand les voisins font beaucoup de bruit alors que vous avez envie de dormir. Vous exercez dans toutes les situations de vie parce que tous les domaines de vie sont des occasions pour améliorer notre résilience au stress. Très, très bien, très, très bien. Alors, Zakia, je pense, avait posé aussi une question que je ne retrouve pas. Sinon, il y avait une personne qui nous avait demandé des références, des lectures que tu pourrais nous conseiller concernant l'intelligence émotionnelle et concernant aussi la gestion du stress. Oui, bien sûr. Alors, il y a Jean-Jacques, il y a Goldman de Intelligence émotionnelle au travail, ça s'appelle. Alors, Goldman. Intelligence émotionnelle au travail, ça je vous recommande, hein. Et ce que je vous recommande aussi, c'est donc vous dites des livres sur la gestion du stress. Ce que je vous demande aussi, ce que je vous recommande aussi, c'est les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey. Peut-être que ces deux-là sont très intéressants.
Donc, intelligence émotionnelle au travail, faites intelligence émotionnelle au travail. C'est très, très connu. Vous pouvez, je crois même, trouver des livres audio ou des choses comme ça. Je vais tout de suite voir. Si je trouve quelque chose, je le partage avec vous immédiatement. Travail. Oui, j'ai trouvé des PDF, effectivement. J'ai trouvé des PDF. Oui. Il existe, hein? Oui, vous pouvez tout à fait le trouver. Intelligence émotionnelle au travail. Euh, et puis les 7 habitudes, là, il y a vraiment beaucoup de choses, hein. Il y a, euh, il y a les livres audio, il y a les PDF, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, donc, Daniel Goldman, c'est Goleman, hein, Goldman. Goldman. Daniel Goldman, Intelligence émotionnelle au travail. Et puis, Stephen Covey, Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. C'est ça que je vous recommande pour l'instant. Ok, ok, très bien. Très, très bien. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Imen, de t'être rendu disponible pour nous, d'avoir fait en fait ce webinaire avec nous, d'avoir partagé ton expérience, ton savoir-faire et de nous avoir aussi permis de nous mettre dans le bain, d'avoir fait quelques exercices avec nous pour pouvoir nous déstresser. Donc, merci infiniment. Je te laisse le mot de la fin, Imen, hein, pour peut-être un ou des derniers conseils pour nos candidats. Alors, pour moi, le mot de la fin, c'est un peu le mot du début, c'est-à-dire le courage de changer ce que vous avez à changer, la force d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer et puis le courage de quitter ce que vous ne pouvez pas accepter. Et ça, c'est une excellente hygiène de vie pour avoir un niveau de stress acceptable et pour augmenter sa résilience au stress. Je vous remercie beaucoup. C'était un moment de partage très appréciable par moi et j'espère à une prochaine fois. J'espère aussi à très prochaine fois. Donc, ça mais à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.